Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, troisième webinaire de cette série de 8 webinaires qu'on prépare ce mois-ci. Cette fois-ci, je suis accompagné de Dominique Jabès, donc, qui est mon associé sur DA Studio et Innoasis, et qui est aussi expert comptable, entre autres à ses heures perdues. Donc avec Dominique, ça fait quelques années maintenant qu'on navigue un petit peu dans le milieu des startups. On a eu l'occasion pour nos projets ou pour le projet d'autres personnes de se frotter un petit peu à la recherche de financement, que ce soit financement public ou financement privé, donc dilutif ou non dilutif. Et aujourd'hui, bah, du coup, Dominique va nous parler de tout ça, va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on établit un petit peu son plan de financement, comment est-ce qu'on le prépare, quelle action on peut mener, où est-ce qu'il faut aller chercher, et comment on se prépare comment on se prépare en toute logique à ce virage un petit peu important dans le début de carrière de sa startup. Donc bah, Dominique, je te laisse te présenter, puis après Oui. peut démarrer ce talk. Alors exactement. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler uniquement donc du financement de toutes des innovations. Pourquoi est-ce que c'est compliqué et quels sont les leviers qui sont disponibles et accessibles aux différentes startups que vous allez pouvoir aller chercher et quand est-ce que vous allez devoir les actionner ou non. Donc, tout d'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit faire appel à ces financements qui au final sont non conventionnels. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste faire appel à son banquier comme on pourrait le faire quand on ouvre un restaurant ou une pizzeria. Donc ensuite, on va voir les 4 principaux modes de financement à votre disposition, que ce soit fonds propres, allez voir la BPI, donc la Banque de l'innovation, les leviers fiscaux du crédit d'impôt recherche à la jeune entreprise innovante, les financements dilutifs, donc c'est-à-dire que vous allez faire entrer un business angel ou un VC dans votre capital. Pourquoi le faire? Qu'est-ce que ça implique? Et enfin, on va revenir sur quand est-ce qu'actionner chaque dispositif et c'est quoi un peu le cycle normal de vie d'une startup, même s'il n'y a pas de règles, on peut faire, il y aura, on va dire, beaucoup d'exceptions, mais il y a quand même une ligne directrice. Donc effectivement, donc pour se présenter, Rémi a déjà un peu dressé le portrait, mais donc je suis expert comptable diplômé depuis 4 ans maintenant. Donc je travaille en cabinet depuis une dizaine d'années. Donc suite, on va dire, on s'est associé avec Rémi, pour créer notre propre start-up et du coup, j'ai un peu revêtu cette casquette, d'aller chercher les financements parce qu'au début, c'était vraiment le nerf de la guerre, c'est, trouver de l'argent pour pouvoir, payer, tout ce qu'on a envie de réaliser avec la start-up et même si, on va dire, c'est quelque chose que je connaissais du point de vue théorique, mais là, on va dire, j'ai pu me frotter à la pratique et maintenant on a continué à faire ça, pour des clients en fait qui eux aussi montent leur start-up, et qui vont chercher aussi ces modes de financement alternatifs. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de financement? Donc, le principe de base en économie de la croissance c'est le résultat du travail et du capital. Quand vous êtes une start-up jeune, dynamique et innovante, vous amenez énormément de facteurs travail, mais souvent pas du tout assez de facteurs capital. C'est pour ça qu'on va chercher des financements. Et les investisseurs, c'est ça qu'ils vont amener, mais surtout, eux vont essayer de s'assurer que vous, en contrepartie, vous apportez bien la valeur travail correspondante. Alors, pourquoi on fait appel à des financements, donc encore une fois, non conventionnels? Parce que les financements qu'on va avoir par la suite, il faut bien comprendre que c'est quelque chose que, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des amis entrepreneurs, des parents entrepreneurs, vous allez bien vous rendre compte que, c'est des choses qu'ils n'ont sûrement jamais utilisées. Pourquoi est-ce que donc c'est un peu on va dire la primeur des startups? Parce qu'en fait, les startups, elles ont cette particularité qu'elles vont financer de l'immatériel sur le court terme. Ça va être de la R&D, parce qu'on va développer un nouveau produit innovant. Ça va être des salaires pour, il faut payer le commercial qui va commencer à démarcher les premiers clients. Il faut payer l'équipe de développeurs qui va développer l'outil au début pour avoir un premier MVP.
donc du développement informatique, de l'intelligence artificielle, que des choses immatérielles qui certes coûtent cher, voire très cher, mais qui ne sont pas assurables du point de vue du banquier. Or, le banquier, lui, ce qu'il finance, c'est des actifs, quelque chose sur lequel il peut mettre une caution, un nantissement, une hypothèque. Lui, ce qu'il veut, c'est des projets qui sont peu risqués. Et les startups, c'est l'inverse, c'est un projet qui est très risqué. Vous allez payer une application, ça va vous coûter entre 10, 50, 100 000 euros. Et à la fin, cette application, même si elle vous aura coûté ce prix-là en termes de salaire, elle peut ne rien valoir si elle ne correspond pas au marché ou si au final elle n'apporte pas de valeur ajoutée sur votre marché. Ce risque-là, le banquier peut pas, ne peut, c'est pour ça que le banquier ne finance pas. Donc il faut chercher d'autres modes de financement. Le premier financement auquel vous allez sûrement devoir recourir, c'est vos fonds propres. Donc qu'est-ce qu'on entend par fonds propres? Déjà, vos économies personnelles. Si vous avez un autre travail à côté, si vous avez eu un héritage, si vous avez déjà réussi dans l'entrepreneuriat et que vous voulez vous lancer dans un projet qui vous tient plus à cœur, ça va être forcément très dépendant de chacun, mais il faut bien considérer que démarrer de zéro en mettant juste 1 € dans votre startup et en allant lever des centaines, des milliers d'euros, ça n'existe jamais. Tous les leviers de financement qu'on va voir nécessitent quand même un investissement de votre part. Alors ça peut être vous ou ça peut être des tierces personnes, mais il faut quand même un capital de départ. Tout le but des financements, ça va être de faire, entre guillemets, tourner cet argent plusieurs fois, de faire un effet levier le plus important possible. Mais au plus vous allez investir au départ, au plus, même si on fait un levier de x4, si vous avez pu trouver que 10 000 euros au départ, vous allez pouvoir avoir au final un pécule de 40 000 euros pour pouvoir réaliser votre projet. Si vous aviez investi 100 000, vous auriez eu 400 000. Et ça va quasi systématiquement marcher comme ça. Donc, économie personnelle, ce qu'on appelle la love money également. Donc là, c'est l'argent de vos proches, on va dire, qui croient en vous avant de croire forcément en votre projet. Donc ça peut être vos parents, ça peut être frères et sœurs, vos amis. Et là encore, le montant, ça va dépendre on va dire, des situations de chacun et des situations de vos entourages. Ce qui peut exister enfin, c'est des prêts d'honneur. Ce qui est intéressant avec les prêts d'honneur, c'est que vous n'avez aucune garantie soumise dessus. Donc, c'est-à-dire vous allez devoir monter un dossier auprès d'une banque ou d'un organisme tiers en tout cas. Une fois le dossier monté, le financeur va étudier le dossier, la réalisation ou non des conditions et va vous financer en fonds propres. C'est-à-dire c'est vous qui allez recevoir de l'argent en direct, mais c'est aussi vous qui portez la dette. L'avantage, c'est que cette dette, elle est sans garantie. Donc si le projet échoue, que vous n'arrivez pas à rembourser, vous n'avez aucune caution ou engagement dessus. Par contre, si le projet aboutit, que la société continue à vivre sa vie, etc., là, c'est bien sûr de l'argent qu'il faudra rembourser. Ça ne reste qu'un prêt. Mais ça peut vous aider justement si vous estimez quand vous faites votre business plan que le pécule de départ pour aller lever tous les autres leviers qu'on va évoquer ensemble par la suite, il vous faut, on va dire, un capital de 15 000 et qu'entre vos économies et la love money, vous avez réussi à avoir 5 000 euros, ça peut être intéressant, par exemple, d'aller faire un prêt d'honneur pour aller chercher les 15 000 euros qui vous manquent pour votre pécule et capital initial. Ça, c'est les trois principaux trois principaux moyens d'avoir au début des fonds propres. Chose importante, le dispositif Madelin, qui va être intéressant aussi bien pour vos économies personnelles que pour la love money. Quand vous investissez au capital d'une société innovante, enfin d'une société tout court, puis d'une société innovante, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Alors, c'est peut ne pas toujours être utile parce que vu que c'est une réduction d'impôt sur le revenu, encore faut-il payer de l'impôt sur le revenu. Mais si c'est par exemple vous faites la bascule par rapport à un travail que vous avez avant, ça peut être intéressant quand même. On parle de 18% dans le cadre général, 30% si l'entreprise dans laquelle vous investissez est jeune entreprise innovante, 50% si elle est jeune entreprise chercheuse. On va expliquer par la suite comment rentrer dans ces dispositifs quand on va parler du cas des
des aides légales qu'on peut aller chercher. Mais 50%, ce sera dur à aller chercher. 30%, ça sera, on va dire, assez correct. Qui, du coup, est quand même un bon levier pour augmenter aussi bien votre fonds propre par vos économies personnelles, mais aussi par votre love money. Si vous avez un grand-oncle qui gagne très bien sa vie et qui veut investir sur vous, bon, ben, s'il investit 10 000 euros dans votre société, il faut bien lui faire comprendre qu'au final, ça ne lui en coûtera que 7, s'il paye, encore une fois, des impôts. Ensuite, donc, premier allié de choix pour vous aider dans le financement de votre startup, la BPI, donc la Banque de l'innovation. Comment ça marche la BPI? Deux types d'aides qui sont proposées par la BPI. Soit ça va être des subventions, donc c'est-à-dire là c'est de l'argent qui vous est donné et qui ne sera jamais à rendre. Soit c'est des prêts sans garantie, donc là l'argent est prêté, mais on va dire déjà elle vous prête de l'argent là où une banque classique ne vous aurait pas prêté, avec des conditions de remboursement très avantageuses, souvent un différé la première année. Donc c'est-à-dire que vous n'allez commencer à rembourser que 2 ans en général après avoir perçu la somme, et avec des modalités de remboursement et un taux souvent très avantageux. Comment ça marche? La BPI a quand même une règle fondamentale, d'où la première étape. Elle ne vous prêtera qu'à hauteur de l'argent que vous investissez vous-même. C'est-à-dire elle va partager le risque avec vous. Si vous avez réussi à lever 100 000 euros et avoir un capital de 100 000 euros, la BPI pourra vous suivre à cette hauteur-là. Inversement, si vous n'avez réussi à lever que 5 000 euros, la BPI n'ira jamais au-delà. Et si pour vous, le projet, il vous faut une enveloppe de 60 000 euros, eh bien, elle va vous dire, OK, je vous prête les 30 000 euros ou je vous fais une subvention pour les 30 000 euros en fonction de beaucoup de critères, mais qui sont à voir au cas par cas. Mais elle va vous exiger d'investir la différence, donc les 25 000 euros qui vous manqueraient. De manière générale, on monte un dossier, il faut démontrer principalement l'innovation de votre projet. On monte un dossier, la BPI le valide ou non. Si elle le valide, vous passez en commission et vous avez l'argent de débloquer. Dans le cadre d'un prêt, on ne vous demandera plus jamais de compte. Dans le cas d'une subvention, à la fin du projet, il faut rendre des comptes sur ce que vous avez vraiment fait de l'argent qui vous a été donné. Donc, comme dit, c'est surtout un dispositif. Donc, au niveau de la BPI, il y a énormément d'aides, de subventions, de prêts différents qui existent, au cas par cas, en fonction aussi du moment auquel on fait appel et de la mode, entre guillemets, du moment. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de choses sur la cybersécurité. Donc, si vous avez un projet innovant dans la cybersécurité, vous allez pouvoir soit récupérer plus facilement que si vous faites un projet innovant sur, par exemple, la finance. Ensuite, les leviers fiscaux, parce que l'État veut que vous entrepreniez, veut qu'il y ait des startups, veut que le paysage économique de la France soit dynamique, jeune et innovant. Donc, il y a des aides qui sont prévues exprès par l'État et qui sont donc des leviers fiscaux. Donc, le premier et peut-être le plus important, c'est le crédit d'impôt recherche, donc le CIR, et le crédit d'impôt innovation, le C2I. Donc, ces deux crédits d'impôt vont financer donc d'une partie soit la recherche, comme son nom l'indique, soit l'innovation. Là où c'est complexe, en tout cas aussi bien quand vous montez le dossier que quand vous créez votre startup, c'est de mettre le curseur entre qu'est-ce qui est de l'innovation et qu'est-ce qui est de la recherche. Des fois, c'est très clair. Voilà, si votre projet porte sur de la recherche fondamentale pour créer un nouveau matériau qui ait des propriétés, par exemple, de résistance accrue par rapport à ce qui existe, bon, mais ça sera de la recherche, il n'y a à peu près aucun doute sur ça. Si, par exemple, à l'époque, maintenant, on va dire, on connaît tout ça, par exemple, les perceuses avec un pointeur laser, bon, ben, en soi, le laser, ça existait déjà, la perceuse, ça existait aussi. Mettre un laser sur une perceuse, certes, c'était innovant, mais il n'y avait aucun doute sur le fait qu'on arrive à le faire. Le doute, c'était sur est-ce que ça allait commercialement marcher. Donc ça, c'était l'innovation, par exemple. Et souvent, c'est ça la vraie question à se poser, c'est à quel point on doute de ce qu'on va réussir à faire. Au plus le doute est élevé, au plus on est dans la recherche, et au moins s'il y a de doutes sur la réalisation, au plus en fait on est dans l'innovation. Qu'est-ce que ça change?
Le montant qui est financé, donc au niveau du crédit d'impôt innovation, c'est moins intéressant, on est à 30 des frais. Ça reste quand même très intéressant, hein, c'est-à-dire pour 100 € que vous dépensez, vous avez 30 € qui vous est rendu par l'État. Au niveau du crédit d'impôt recherche, on monte à 30 également, mais à cela, il faut aussi rajouter des frais, c'est là à 43 Bon là, on rentre un peu dans des calculs compliqués, mais comptez que vous allez plutôt arriver à 40-45 de vos frais remboursés dans le crédit d'impôt recherche. Note aussi pour les jeunes docteurs qui bénéficient d'une grosse majoration quand vous faites un crédit d'impôt recherche et qui au final vous sont remboursés à 120 du salaire chargé. C'est-à-dire quand vous prenez un jeune docteur pour, on va dire, dans votre startup pour développer votre projet de recherche, pendant les 2 premières années, en fait, l'État va vous rembourser plus que le salaire du chercheur. Par contre, chose importante pour ces 2 dispositifs, les remboursements n'arrivent qu'en avril de l'année échue. Donc vous allez devoir payer, si c'est par exemple un salaire, votre salarié tous les mois de janvier à décembre, puis continuer à le payer de janvier à avril. Et là, en avril, voire mai, juin, juillet, ça dépend de la vitesse justement de votre cabinet expertise comptable et de à quel point vous allez pouvoir faire le dossier rapidement. Là, vous allez avoir un remboursement. Donc ça vous nécessite quand même une grosse immobilisation en termes de trésorerie. Chose importante, quand vous faites de la recherche, vous avez aussi le statut de jeune entreprise innovante. Jeune entreprise innovante qui est très importante pour une startup. Donc au niveau des conditions, il faut avoir moins de 8 ans d'ancienneté, donc ça en général ça sera fait, et faire au moins 15% de vos dépenses en recherche, pas en innovation, en recherche. Ça c'est le critère un peu plus compliqué. Mais si vous y arrivez, plusieurs avantages. Déjà, vous allez pouvoir avoir un remboursement de vos crédits d'impôt. Sinon, ça ne reste que du crédit. Donc, pour que vous puissiez en bénéficier, il faut payer des impôts, donc faire des bénéfices. Et surtout, vous avez de grosses exonérations en termes de charges sociales. C'est-à-dire un salarié va vous coûter 20% moins cher si vous êtes jeune entreprise innovante que si vous êtes juste une entreprise soumise au droit social classique. Ensuite, vous avez aussi d'autres petites exonérations, mais qui sont, on va dire, à la marge. Dernière chose, il y a des synergies fortes entre l'argent des subventions que vous allez pouvoir avoir de la BPI et les bénéfices du crédit d'impôt recherche que vous allez pouvoir en tirer. On va dire, si vous faites bien les choses, enfin, surtout si votre expert comptable fait bien les choses, vous allez pouvoir augmenter de 20% la subvention que vous a versé la BPI. Donc, si vous avez par exemple réussi à lever 25 000 € de subvention, en utilisant les bons procédés fiscaux, en fait, c'est comme si vous aviez eu 30 000 € au final en trésorerie et en disponibilité pour financer votre projet. Voilà. Là, c'est peut-être la slide la plus ardue, parce que la plus complexe, c'est vraiment des mécanismes fiscaux, mais c'est très important de garder ça en tête. Il y a quand même de nombreux dispositifs qui sont mis en place par l'État pour vous aider à innover et à entreprendre. Mais il faut jouer le jeu, il faut que ce soit un projet qui soit réellement innovant, qui soit dans la recherche, pour répondre aux différents critères que pose l'administration fiscale. Ensuite, les financements dilutifs, que ce soit business angel ou les VC. Alors, déjà, il faut que vous ayez conscience quand vous faites appel à ces financements-là, donc vous pouvez voir par exemple quand vous regardez des émissions comme Qui veut être mon associé, ou que vous écoutez ou lisez certains posts LinkedIn, ce sont des financements dilutifs. C'est-à-dire, quand vous créez votre startup, vous et vos associés, vous avez 100% de votre capital. La société est à vous. Un business angel ou un venture capital, donc on va rester sur VC, ou un VC, c'est-à-dire un fonds d'investissement, va rentrer dans votre startup en échange, donc va vous injecter énormément d'argent, mais en échange de parts de votre société. Donc la société ne vous appartient plus totalement. Vous allez avoir des comptes à rendre. En général, on considère qu'une startup, la marge de manœuvre de part sociale qu'elle peut donner, donc ouvrir, c'est 30%. C'est important aussi à garder en tête, parce que si au tout début de votre histoire, vous faites rentrer par exemple des business angels pour 20% du capital, il faut quand même garder en tête qu'entre guillemets, vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre pour continuer à ouvrir votre capital plus tard si vous voulez trouver de gros financements.
Alors c'est quoi l'avantage de ces financements-là? Donc maintenant qu'on a bien vu, entre guillemets, «le principal défaut». L'avantage, c'est déjà les montants. Souvent, ce seront des montants très importants qui vont pouvoir être injectés, surtout par les venture capital. Au niveau des business angels, tout d'abord, il faut bien considérer donc un business angel, c'est un investisseur, qui n'est pas professionnel, qui soit a réussi dans un business, soit on va dire, enfin souvent c'est ça en fait, souvent c'est des anciens businessmen qui ont réussi et qui maintenant font cette activité de business angel, mais plus en tant que quasi mécène que vraiment pour gagner de l'argent. Bien sûr que la rentabilité, on va dire, et investir sur une entreprise on va dire, qui finira cotée à plusieurs millions, c'est quelque chose d'alléchant pour un business angel. Mais en général, c'est pas ça qui le motive. Lui, ce qui va le motiver, c'est justement réaliser, on va dire, participer à l'aventure du projet avec vous. Donc en plus de son argent, souvent un business angel, il faut bien avoir conscience qu'il doit apporter une aide extra-financière d'une certaine manière. Ça peut être par exemple, votre startup, par exemple, je sais pas, réalise des bornes pour éloigner les moustiques, par exemple, d'une nouvelle génération qui marche particulièrement bien, etc. Vous avez développé ça en France, vous êtes français, donc souvent, vous allez vendre en France sur votre marché national. Vous voulez vous exporter en Europe, ça peut être très intéressant, par exemple, de faire entrer en tant que business angel, qui va amener donc en plus de l'argent, quelqu'un qui a déjà eu cette expérience de devoir s'étendre au niveau européen et qui du coup aura déjà des premiers contacts de distributeurs, par exemple, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc., etc. Il va donc vous amener cette valeur supplémentaire, en plus de simplement le chèque qui va vous être signé pour les parts sociales qu'il va acquérir. Ensuite, de l'autre côté, on a les venture capital. Alors eux, par contre, c'est complètement différent. Eux, c'est des professionnels, c'est des fonds qui n'ont pour seul objectif que d'investir dans des entreprises innovantes. Et leur seul but, c'est de gagner de l'argent. Il n'y a aucune, on va dire, ils font pas ça ni parce qu'ils croient en votre projet, ni parce que, ah oui, vous allez changer le monde et c'est très bien, ils veulent y participer. Il y a quelques fonds dont c'est aussi l'objectif, mais il faut bien comprendre que dans 95% des cas, l'objectif, c'est gagner de l'argent et faire un effet de levier, de la rentabilité. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent, en fait? Leur business model à eux, c'est très simple. En général, ils vont d'abord, eux, lever une certaine somme d'argent, une grosse somme d'argent auprès d'investisseurs, auprès de gros investisseurs. Donc, par exemple, ça va être au niveau des banques, au niveau des États, etc. Une fois qu'ils ont cette enveloppe, ils vont parier sur un nombre de startups qu'ils auront défini. Souvent, ce sera à peu près une dizaine. Sur la dizaine de startups sur lesquelles ils vont investir, le but d'un venture capital, c'est d'investir une énorme somme d'argent pour pousser la startup au maximum directement. C'est-à-dire vous allez mettre tous les potards à fond pour voir est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse. Le but de faire ça pour le VC, c'est de faire gagner des années sur la croissance normale de votre business. C'est-à-dire, vous avez un business, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous dégagez 100 000 euros de résultats, vous avez une capacité d'autofinancement de 100 000 euros, du coup, c'est-à-dire que chaque année, vous économisez 100 000 euros que vous pouvez réinvestir dans votre business. Si vous estimez qu'il vous faut 1 million d'euros pour changer d'échelle, il va falloir attendre 10 ans d'économie. Le venture capital, lui, en fait, il va vous injecter ces 10 ans d'économie directement. Mais du coup, il faut absorber cette croissance. Parce que vous allez faire une croissance que vous auriez dû faire normalement sur 10 ans en un an. Et c'est là où souvent ça passe ou ça casse. Mais eux, il faut bien avoir conscience que les VC, ils le comptent dans leur business model. Pour eux, quand ils investissent sur 10 startups, ils considèrent qu'il y en a 5 qui vont se scratcher, qui vont donc finir avec une valorisation de 0 €. Il y en a en général 2-3 sur lesquels ils vont faire quitte, c'est-à-dire ils ont investi 1 million d'euros, ils vont récupérer une valorisation de 1 million d'euros à peu près. Il y en a une ou deux sur lesquelles ils vont être rentables et vont réussir à faire un x2, c'est-à-dire qu'ils ont investi 1 million d'euros et ils vont récupérer 2 millions d'euros de valeur. Et il y en a une sur les 10, en tout cas c'est leur objectif, qui fasse une valorisation d'au moins x10. C'est souvent ce que vous entendez quand on parle de licorne.
Donc, c'est-à-dire, ils ont investi 1 million d'euros et finalement, la valorisation des parts qu'ils ont acquis pour ce 1 million d'euros, maintenant, est valorisée à 10 millions d'euros. Donc ça, c'est important de le comprendre et de le savoir pour aussi avoir conscience que même quand vous levez des fonds auprès de VC, c'est pas forcément ni le bout du chemin. Vous êtes dans une zone à fort risque, parce que du coup, ne serait-ce que statistiquement parlant, quand un VC vient chez vous, vous avez une chance sur deux à la fin d'être coulé. Mais eux ont conscience de ça. Et c'est leur business model. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc voilà, on va dire, les deux facettes, les deux principales facettes des financements dilutifs. Ensuite, maintenant, quel dispositif, à quel moment? C'est une question qui est très importante. Et pour ça, il faut un peu se référer au cycle de vie de votre startup. Au début, vous allez rechercher une adéquation entre un besoin et une solution. C'est-à-dire, vous allez sonder votre marché, vous allez réfléchir à votre produit, vous allez un peu tâtonner sur beaucoup de choses. Donc, vous n'allez pas faire de croissance, vous allez faire beaucoup de recherche et développement. Souvent, à cette étape-là, vous allez aller chercher des fonds propres, la BPI qui va pouvoir peut-être vous aider et les financements, comme on a pu le dire, les aides fiscales au niveau de l'État. Ensuite, une fois que votre produit est à peu près, on va dire que vous avez votre produit qui répond à un besoin. Maintenant, il faut que le produit réponde à un marché. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même. Une fois que certes, vous avez identifié qu'il y a un besoin, et encore faut-il le vendre maintenant aux bons interlocuteurs et savoir comment le vendre. Donc là, ça va être le début de la commercialisation pour vous. Donc vous avez votre MVP, vous allez commencer à essayer de rentrer au premier prospect, et vous allez chercher une traction du marché. Là, votre croissance, en général, elle est toujours assez faible. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire appel, par exemple, à des business angels. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que des business angels peuvent venir s'intéresser à votre business. C'est aussi à ce moment-là que vous pouvez faire appel à du crowdfunding. Donc ça, c'est un dispositif relativement récent, mais qui peut être intéressant. À voir, ça dépend énormément d'à quel point votre produit s'y prête ou non. Une fois que, on va dire, cette étape-là est à peu près franchie et que donc vous savez comment répondre au marché et que vous avez calibré votre produit, maintenant il faut trouver le bon modèle commercial. Donc c'est-à-dire le produit market fit. Donc vous allez faire plusieurs essais. Vous allez par exemple essayer des campagnes Google. Vous allez voir, ok, j'ai investi 1 000 € dans une campagne Google. Quelles sont les retombées? Vous allez tester avec des campagnes Facebook. Vous allez tester avec du SEO. Vous allez tester avec des commerciaux. Vous allez tester avec des partenariats. Le but, à ce moment-là, c'est de tester tous vos canaux de vente possibles pour identifier ceux qui marchent le mieux et pouvoir avoir des métriques observables et vérifiables. Parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez lever des fonds. La logique, c'est de dire, si vous avez identifié que vous avez investi 10 000 € en campagne Google et que vous avez eu un revenu et que en contrepartie, vous avez eu 100 clients et que 100 clients, ça représente 5 000 € de revenus annualisés, par exemple, ou de revenus mensuels plutôt, vous allez pouvoir justement tirer un business plan, mais sur la base de ces métriques. Et l'idée, c'est de dire, si avec 10 000 €, j'ai fait 5 000 € de revenus mensuels, peut-être que si j'avais eu 10 millions d'euros, j'arriverais à faire 5 millions d'euros de revenus mensuels. Alors bien sûr, il y a sûrement, on va dire, des effets cachés qui feront que ce ne sera pas aussi simple que ce ne sera pas aussi linéaire. Mais la logique à trouver, c'est celle-là. C'est identifier vos meilleurs canaux de vente avec des métriques plus ou moins stables pour aller convaincre un VC d'investir une énorme somme d'argent sur vous pour vous faire gagner d'un coup beaucoup de temps sur cette partie-là. Une fois que tout ça c'est fait, donc là maintenant vous allez passer au scale-up. Donc là vous êtes en très forte croissance et vous avez besoin de cash pour continuer à la financer. C'est-à-dire, voilà, vous avez bien tout votre produit, vous avez votre canal commercial, vous savez exactement comment ça marche. Donc maintenant, il faut par exemple le dupliquer. Encore une fois, vous avez conquis le marché en France, il faut le dupliquer à l'Espagne. Du coup, il faut repartir de zéro et vous savez que l'investissement, ça va peut-être être 10 millions d'euros pour lancer le produit sur le territoire espagnol. Les 10 millions d'euros, on revient toujours à pareil, hein. Si vous gagnez 1 million d'euros de cash par an, il faudra 10 ans avant de vous pouvoir vous lancer en Espagne. Donc, vous allez chercher des financements. Donc là, on passe aux séries B, C, etc. Donc série A, en général, c'est la première levée de fonds auprès de VC.
B et C, bah, c'est à chaque fois les séries supplémentaires. Vous allez chercher toujours plus en général de financement. Et enfin, la dernière étape, c'est la rentabilisation du projet. Il faut bien comprendre que tous ces projets de start-up qu'on voit avec les sommes qui sont levées, des fois qui sont astronomiques, la conclusion d'un projet, le bout de la chaîne, on va dire, c'est une LBO, c'est-à-dire une rentrée en bourse. C'est à ce moment-là que tous les investisseurs qui sont encore présents et qui ont les derniers à avoir parié sur vous, bah, se remboursent et où, entre guillemets, ben là, l'entreprise maintenant est sur des rails et est sortie de ce système de financement et de boucle de financement et maintenant est, entre guillemets, une vraie grosse société, du coup, capitalisée, enfin, dont le capital est ouvert sur le marché financier. Et du coup, on a fait le tour, du coup, de tout. Alors, j'ai tenu pile mes 30 minutes, ça, forcément, j'ai été Waouh, sage. millimétré. Donc on a fait le tour donc là de tous les financements, et de à peu près quand est-ce que il faut en faire appel. Alors après, j'ai conscience que c'est quelque chose d'assez dense, hein, parce que bon là, le financement de la start-up, il y a beaucoup à en dire. Donc 30 minutes, voilà, ça fait il y a beaucoup à dire en 30 minutes. Mais, là, en tout cas, j'ai essayé de dresser le portrait le plus exhaustif possible, pour que vous ayez les grandes lignes, comment est-ce que ça marche, pour du coup une start-up aujourd'hui en tout cas. Ok, bah écoute, merci, Rémi, je sais pas du coup. merci Dominique. Non, non, bah très bien, vraiment parfait. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. C'est le moment du coup des questions. Donc si vous avez des questions sur sur ce talk qui était vraiment dense en informations, des fois assez technique, c'est le moment ou jamais. Moi, j'ai peut-être une petite question en attendant. Aujourd'hui, si je suis une startup, donc je suis un porteur de projet, donc solo ou avec un ou deux associés. Euh, j'ai envie d'activer un effet de levier pour financer mon projet et pour démarrer parce que j'ai des forts besoins de trésorerie pour le projet et que je ne peux pas m'en passer. Ça serait quoi ton conseil pour se lancer comme ça à partir vraiment de zéro où on est vraiment à toute première étape? C'est quoi là où les premières questions qu'il faut se poser? Qu'est-ce qu'il faut aller viser vraiment en première étape? Mmh. Bah, c'est une bonne question. Alors déjà, je dirais une chose importante, c'est clarifier les besoins. C'est-à-dire, si votre projet, c'est, de révolutionner le marché, de l'énergie, et que pour ça vous voulez construire des nouvelles éoliennes et que bon, bah, il va vous falloir, 10 000 € pour la première éolienne. Bon, beh, vous savez que le chemin de croix va être, sacrément long et là, beh, c'est l'inverse en fait, on va dire l'enveloppe est tellement gigantesque qu'il va directement falloir aller diluer votre capital. Vous, vous avez une partie de la connaissance, une partie vous allez mettre énormément de temps, d'énergie et de travail, mais il faut aller chercher, on va dire, de gros financements de suite. Mais c'est des cas au final qui souvent sont assez rares. Le plus souvent, on va être sur des montants plus raisonnables qui vont rarement dépasser la centaine de milliers d'euros pour avoir souvent un premier MVP, c'est-à-dire un premier modèle de votre outil qui soit testable pour voir si le marché répond ou pas. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut avoir conscience déjà pour moi, heu, c'est que vous n'y arriverez pas ou vous y arriverez très difficilement, heu sans rien investir de votre côté. Soit il faudra investir quand même une partie du capital, donc une partie de vos deniers personnels, que ce soit des économies, de la monnaie comme on a dit, soit et vous d'ailleurs souvent, énormément de temps et d'énergie et au final, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire si vous devez passer 6 mois de votre vie à travailler énormément, à faire des semaines, de 60 heures, mais au final, vous n'avez pas, enfin, sans rémunération, parce qu'en fait, vous continuez à toucher le chômage à côté, et cetera. Bon, ben, il faut bien avoir conscience que vous ayez fait ça ou que vous ayez investi, 15 000 €, bon, ben, en fait, ça revient quasi au même, hein. Parce que si vous aviez travaillé pour une entreprise,
À ce rythme-là, c'est à peu près la somme que vous auriez eue. Du coup, voilà, avoir quand même conscience du chemin, que ça se fait pas simplement. Il faut vraiment en vouloir et de toute façon, toutes les instances qui vont vous auditionner à n'importe quel moment pour parier sur votre projet, au-delà de parier sur le projet, vont parier sur vous. Donc il faut que cette détermination, elle transpire de vous. Il faut vraiment que vous soyez déterminé. Mais du coup, pour ça, il faut avoir conscience que le chemin, sera loin d'être facile, et idyllique. Et en général, par contre, le premier levier à actionner, ce sera la BPI. Il y a des subventions qui sont assez facilement accessibles à la BPI. Et vu que c'est des subventions, c'est de l'argent qui n'est pas à rendre, donc c'est de l'argent entre guillemets gratuit, qui vous permet de faire un premier levier très intéressant. OK, Alors, et j'ai vu la question de Sébastien, mais avant de venir à sa ouais. question, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Il y a une deuxième question qui en découle, pour moi, du coup, à combien de temps on peut s'attendre, à, bah, toucher ces premiers financements? Combien de temps on peut se dire: «OK, là, je démarre à faire ma recherche de financement», combien de mois ou d'années ou de jours je vais devoir attendre, pour espérer toucher ces premiers fonds, en moyenne? Alors, faut avoir en effet conscience, c'est souvent pas si rapide que ça, et ça va dépendre, des financements, on va dire, qu'on a vus ensemble aujourd'hui. La BPI, par exemple, si votre dossier enfin, au moment où votre dossier est prêt, faut compter, par exemple, qu'entre le moment où vous allez, du coup, contacter la BPI avec votre dossier de prêt et le moment où vous allez recevoir l'argent, ça sera environ 2 mois. 2 mois, le temps de toucher les fonds. Maintenant, le combien de temps vous allez mettre pour préparer le dossier, bah, ça dépend énormément de la maturité du projet de votre côté. Tant il va vous falloir 6 mois, on va dire que vous avez une idée générale, mais le temps d'un peu sonder le marché, clarifier votre idée, poser un peu les chiffres, établir un peu la feuille de route, changer d'avis sur certains éléments, et cetera. Attends, il va falloir 6 mois pour, bah, clarifier votre projet. L'innovation, ça reste un processus qui est quasi un processus créatif. Donc on ne peut pas y apposer de règles strictes en termes de délai. On ne peut pas se commander à la création. Vous pouvez avoir le déclic, et tout peut aller très vite et en une semaine, vous savez exactement, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez créer et du coup, bah, vous allez voir la BPI et 2 mois après, vous êtes subventionné. Comme temps, beh, ce sera un processus qui va vous prendre, 2 ans de votre côté, pendant que vous continuez à travailler, et vous allez continuer à maturer le projet en vous jusqu'à ce que ce soit suffisamment abouti, pour que, selon vous en tout cas, vous puissiez, le présenter. OK. Voilà. Très clair, du coup, bah, question de Sébastien, est-ce que tu peux Alors un petit les peu parler de questions. Alors la première question. valorisation, d'une entreprise? Comment est-ce que ça se Ouais, calcule? Comment est-ce qu'on réfléchit ça? ouais. Alors la valorisation d'une entreprise, c'est, bon, ça pourrait être un webinaire en soi, hein, parce que c'est une très, très dense question. Déjà, tout dépend de la taille de l'entreprise. Parce que les grosses entreprises, c'est très facile. Quand vous êtes coté en bourse, il y a un nombre d'actions, il y a un cours de l'action. En fait, l'un multiplié par l'autre, vous avez la valorisation. C'est très simple. Voilà. Si vous voulez regarder, par exemple, la valorisation de, je sais pas moi, Cégide, non, Cégide, oui, du coup, c'est le nom de la boîte, du coup. Mais bon, ben voilà, la valorisation d'Apple, il y a un nombre d'actions émises, c'est une information publique. Vous allez sur le cours actuel voilà, d'une part sociale d'Apple. L'un fois l'autre, vous avez la valorisation. Pour toutes les autres entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, ben là, c'est très compliqué. Et au plus vous êtes une jeune entreprise, au plus, en fait, c'est une espérance de gain. Et du coup, comment ça marche, par exemple, un VC? Un VC qui, par exemple, va investir 1 million d'euros pour 20% de vos parts sociales. S'il investit ça, ça veut dire qu'à l'instant T où il investit, la société, elle est valorisée 5 millions d'euros. Parce qu'il a mis 1 million d'euros pour avoir 20% de vos parts sociales. Donc 20% de votre boîte. Et comment est-ce que lui a estimé que votre entreprise valait 5 millions d'euros à l'instant T? Comme je l'ai dit, un VC, lui, ce qu'il vise, c'est faire x10 en environ 5 ans. Donc ça veut dire qu'il estime que dans 5 ans, votre entreprise sera évaluée à 50 millions d'euros. Et que donc, les 1 million d'euros qu'il a mis en vaudront 10. C'est comme ça que ça marche pour les startups.
C'est-à-dire, c'est en fait la valorisation découle de l'espérance de gain qu'on fait de la startup. En comptant que au début, quand vous faites pas de chiffre d'affaires, quand vous avez surtout une bonne idée, ben, ça va être cette espérance de gain. Donc ça va dépendre de votre marché, de la pénétration, de, on va dire, la cohérence de votre produit, de vous en tant que personne, ben, à quel point, on va dire, vous avez les reins solides et vous mettez en confiance suffisamment vos investisseurs qui croient en votre projet, mais surtout en vous. Et ensuite, quand vous grossissez, souvent la valorisation, c'est à peu de choses près le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je disais donc une entreprise, le VC investit 1 million d'euros, il pense que dans 5 ans, vous allez être valorisé à 10 millions d'euros, c'est-à-dire que vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans. Alors je vulgarise parce que des fois, il y a d'autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer par rapport au chiffre d'affaires, la valorisation. Mais déjà, garder ça en tête, c'est c'est déjà, c'est déjà une bonne chose. OK. J'espère que du coup ça répond à ta question, Sébastien. Alors, ensuite, donc question de Hugo. On peut commencer tous les ans. Alors, en fait, la BPI, eux, encore une fois, c'est la banque de l'innovation. Donc, si, en fait, c'est compliqué parce que surtout au niveau de la BPI, il faut considérer que une fois que le dossier est présenté, vous allez être affecté à un chargé d'affaires. Et ce chargé d'affaires, je vais grossir le trait, mais il a décision de vie ou de mort sur le financement de votre projet. C'est-à-dire, certes, il va y avoir un comité derrière, etc. Mais soit le projet va être appuyé par le chargé d'affaires, et en général, ça va passer au comité, soit le chargé d'affaires considère que votre projet, c'est, il n'est pas intéressant ou pas finançable. Et dans ce cas-là, vous ne serez jamais présenté au comité, vous ne serez jamais financé. Le problème, c'est que du coup, on revient à une situation où il y a une seule personne physique qui décide, entre guillemets, du cours de votre financement. Et ça pose tous les problèmes que une personne physique, il y a plein de biais de décision qui existent, l'affect, etc., le ressenti, plein de choses. Et qui sont du coup assez problématiques. C'est-à-dire, si vous allez aujourd'hui voir la BPI avec quelque chose de très chancelant et que, entre guillemets, vous faites fermer la porte au nez, si dans un an, vous revenez avec quelque chose de très solide, ça sera très compliqué. Ce sera très compliqué pour faire changer, entre guillemets, d'avis le chargé d'affaires. Là où, donc c'est pour ça, au niveau de la BPI, pour moi, euh, il faut quand même avoir quelque chose d'assez solide. Après, par contre, moi, mon conseil serait plutôt si on a, on va dire, une amorce de projet, le plus intéressant, c'est d'aller voir un conseiller, que ce soit justement un expert comptable, qui fasse un peu ça, parce que pour le coup, il n'y a pas tous les experts comptables qui travaillent dans l'innovation. Que ce soit un expert comptable, un chargé d'affaires, la CCI, qui ont des conseillers consacrés à ça, par exemple, donc la Chambre des commerces et d'industrie, ou un incubateur, par exemple aussi, pour justement pitcher le projet et avoir. Parce que du coup, ces personnes-là ne sont pas des décisionnaires au final, mais des accompagnants. Donc eux, en fait, quand on est incubateur, quand on est expert comptable, voilà, c'est pas nous qui faisons. Moi, je ne peux que donner des conseils à mes clients. Après, mes clients, ils font ce qu'ils veulent. Si je dis à mon client que là, son dossier n'est pas finançable, qu'il ne faut pas aller dans la BPI, qu'il va se prendre un mur, je peux lui dire, mais bon, s'il veut quand même y aller, je ne peux pas l'en empêcher. Du coup, de par ce rôle-là, c'est quelque chose de. On a un rôle qui est quand même beaucoup plus neutre et qui se veut aussi beaucoup plus objectif, parce que nous, on ne travaille que si nos clients travaillent, hein, c'est-à-dire. Donc, on aura sûrement c'est plus vers des conseillers de ce type-là, pour moi, qu'il faut se diriger quand on a un projet qui est justement balbutiant, pour essayer de cadrer, qu'on nous mette le doigt sur ce qui va pas, qui est OK, pas OK, et aussi quelle marche à suivre, quelle route prendre, parce qu'encore une fois, le monde de la start-up et de l'innovation fait appel à des financements excentriques, entre guillemets, ou originaux, parce que justement, comme j'avais dit au tout début, les banques classiques ne financent pas ces projets-là.
Mais voilà, justement, il faut voir quel est le projet, parce qu'il y a des projets, qui peuvent peut-être être financés, cofinancés par des banques. Ça va dépendre énormément de qu'est-ce que c'est le projet, qu'est-ce qu'on finance, combien d'argent, combien d'apports, quelles sont les garanties. C'est ça qui va aiguiller sur le financement. Ouais, j'espère que c'était clair, Hugo. Ok, ok, top. Alors, il y a pas d'autres questions pour l'instant. On est proche de la fin, de ce talk. Est-ce que tu as peut-être quelque chose en tête qui te vient, Dominique, un sujet sur lequel on n'aurait pas discuté, Mmh, un petit mot de la fin, ou alors non, peut-être. ouais, non, le petit mot de la fin, le petit conseil de la fin, qui est un écueil, que beaucoup font au début quand on va chercher des financements, c'est le vouloir trop bien faire. Te dire: «Il faut que mon produit fasse ça, puis ça, puis Mhm. ça, plus ça, il faut qu'il soit très, très joli, il faut qu'il soit disponible sur l'iPhone, sur le Android, sur, tous les devices possibles. Je veux dire, il faut qu'on ait une page Facebook très active, une page Instagram très active et cetera». Il faut que tout soit prêt pour se lancer. Pour moi, c'est l'inverse. Il faut que vous réfléchissiez vraiment au pour que le marché puisse tester votre valeur, c'est quoi le minimum dont vous avez besoin? Le strict minimum. Et c'est ça votre objectif. Parce qu'il faut bien que vous ayez conscience que même si votre produit est balbutiant, si vous avez, si vous êtes dans le vrai, vous sentirez une traction commerciale, marché, qui des fois n'est même pas commerciale, qui peut être juste une marque d'intérêt. C'est-à-dire vous avez un projet, au-delà de parler de l'argent, par exemple, de combien est-ce que ça va coûter par mois, et cetera, ne serait-ce qu'avoir, par exemple, une centaine de personnes qui sont très intéressées par le pitch que vous allez en faire, qui sont à la fin, eux, des users de votre produit et qui sont prêts à tester l'outil gratuitement, du coup, hein, je veux dire, vous leur fournissez gratuitement, mais c'est déjà une marque forte d'intérêt. Et des fois, eh ben, vous pourrez sortir le plus beau produit du monde. C'est quelque chose qui peut cruellement manquer. Donc, ouais, mon conseil, ce serait ça, de réfléchir à pour que le marché puisse percevoir votre valeur, enfin, pour que le user puisse percevoir la valeur de votre produit, c'est quoi le minimum dont vous avez besoin? Et c'est ça qu'il faut que vous ayez en objectif pour tester si oui ou non votre produit est voué à faire quelque chose. Et en plus, c'est ça que vont chercher tous les intervenants qu'on a évoqués aujourd'hui pour vous aider dans les financements. C'est la meilleure preuve que votre projet est voué à réussir. Alors, c'est pas un gage que tout va marcher parce qu'il y a plein d'obstacles dans la vie d'une entreprise, encore plus d'une startup, mais c'est un très bon indicateur. Et si vous l'avez pas, par contre, c'est un très bon indicateur qu'il vaut mieux vous tourner vers autre chose, un autre projet. Mais et ça ne sert en général à rien de s'entêter en disant: «Ah oui, mais c'est parce qu'il manquait, telle brique qu'il faudrait que j'améliore ci, que j'améliore ça» et cetera. Non, c'est soit vous allez avoir un retour, soit non. Voilà, mon mot de la fin. Ah bah écoute, c'est incroyable que tu en parles. On n'a rien préparé à l'avance, bien évidemment, tout est sans filet. Mais du coup, c'est le sujet de jeudi, de jeudi qui arrive. Donc cette fois-ci, ce sera moi-même qui en discuterai. Donc créer son MVP, bah, les erreurs à pas faire, justement, à quoi il faut penser. Qu'est-ce qu'on entend par un MVP, hein, donc vraiment le minimum, le produit minimum, minimal viable. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on le réfléchit, comment est-ce qu'on le développe, et surtout toutes les erreurs qu'il faut éviter, par lesquelles tout le monde est passé, hein, même nous on est passé par là. Et si on peut éviter à certains de, de se prendre ce genre de mur, c'est toujours mieux, même si au final, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est bien aussi des fois d'éviter de les faire du premier coup. Et donc on en discutera jeudi prochain, donc jeudi 1er février à 12h30, comme à chaque fois, sur le Discord d'Inoasis. Du coup, bah écoutez, merci à tous d'être venus. On se retrouve très bientôt. Si vous avez
loupé la moitié du talk, bah, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Et puis voilà, bah, des bisous. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bon après-midi.